amis, permettez-moi de saluer avec émotion la représentation des pays de l'ancienne Union soviétique qui nous ont tant apporté pendant cette période terrible de la Seconde Guerre mondiale. Je veux saluer M. Alexandre Orlov, ambassadeur de la Russie en France. Je voudrais également dire mon émotion à la rencontre de Michel Kashkashian, qui est parmi nous, ancien franc-tireur et partisan de la région parisienne. Des extraits de messages, rapidement, de Raphaël Vaé, président national de l'ARAC, cette grande organisation dont j'ai parlé, qui rappelle le grand tournant que fut la bataille de Stalingrad dans la lutte commune contre les nazis et présente les meilleurs souhaits de l'ARAC pour ce rassemblement. Permettez-moi un rappel. Lorsque j'ai quitté le maquis corrézien, en 1946, j'ai donné mon adhésion à l'ARAC et c'est un souvenir qui m'est resté cher. Mais les combattants de Stalingrad ont gagné une bataille pour la liberté des peuples et aussi pour la liberté du peuple allemand. La Marseillaise. On va la faire. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans les droits, égorger nos fils et nos campagnes. Armez, citoyens, Au nom du collectif d'organisation, je remercie les signataires de notre appel et nos partenaires sans lesquels notre initiative n'aurait jamais atteint cette dimension aussi importante. En 2008, la nécessité de réagir contre la marée néo-nazie et fasciste qui déferlait depuis quelques années est une des raisons qui nous avait conduit à commémorer le 65e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Le 3 juin 2004, un certain Goran Lindblad, chargé d'un rapport au Conseil de l'Europe visant à criminaliser le communisme et l'armée rouge, fleurissait à Riga le monument au Waffen-SS letton, qualifié de héros de l'indépendance nationale, alors qu'ils égalèrent dans l'horreur les SS de Tulle, d'Oradour-sur-Glane
émaillée en exterminant 90 000 internés, la plupart juifs, dans le sinistre camp de Salaspil. Portés par cette vague négationniste, les nazis organisaient manifestation sur manifestation en Allemagne. Le 17 novembre 2006, je me souviens avoir acheté à Brême le Bild Zeitung, dont la une était barrée par le député nazi Klaus-Jürgen Menzel, jurant sa fidélité à Hitler. Comment oublier la façon dont le 10 février 1943, le général de Gaulle évoque la puissance militaire allemande qui chancelle sous les coups des vaillantes armées russes. Dans une lettre au comité central du Parti communiste, il préfigure dans cette lettre le CNR, le Conseil national de la résistance, en affirmant que le but commun à la France libre et au Parti communiste est d'obtenir une coordination efficace des organisations de résistance. Et il remercie sincèrement la mise à sa disposition en tant que commandant en chef des forces françaises des vaillantes formations de francs-tireurs que vous avez constituées et animées. Nous touchons là à quelque chose d'essentiel. Elle joua un rôle décisif dans la résistance française. La signature à Moscou le 10 décembre 1944 du pacte franco-soviétique confirma le retour de la France sur la scène du monde. Mais avant la victoire, il y eut les années de lutte. Sur le sol français, il faut rappeler l'héroïsme de notre résistance intérieure, au sein de laquelle la résistance communiste a occupé une place essentielle et à laquelle j'ai appartenu dans les rangs des francs-tireurs et partisans. Oui, la mémoire est une force impérieuse, impossible de la contrôler, impossible de lui échapper. Elle nous fait revivre des images vues ou vécues que l'on croyait oubliées et qui pourtant vous serrent le cœur et vous arrachent une sueur glacée. C'est la gorge serrée que j'ai revu le beau visage souriant de mon ami et camarade Simon Frick, qui, âgé de 20 ans, a été condamné à la peine capitale par un tribunal dit des sections spéciales, qui, le 4 décembre 1943, jour de son arrestation, lorsque ses bourreaux l'entraînaient vers la mort, il se dégage en leur disant « Je vais vous faire voir comment c'est mourir un jeune communiste ». L'union du drapeau tricolore et du drapeau rouge s'était faite dans nos prisons. Aujourd'hui, mes chers amis, si nous célébrons la victoire de Stalingrad, c'est d'abord et avant tout pour des raisons morales qui tiennent à l'immense gratitude que tous les peuples libérés doivent à l'URSS et à la population soviétique qui a payé un si lourd tribut pour notre libération. Rendre hommage aux combattants de Stalingrad, c'est pour nous, anciens résistants, un devoir auquel nous ne saurions nous soustraire. Et cette guerre se termina avec l'image devenue immortelle de la photo d'un soldat de l'armée rouge soviétique hissant le drapeau rouge de la victoire sur le toit du Reichstag. Gloire aux soldats et peuples soviétiques auxquels nous devons en grande partie notre libération. Gloire et respect au pays des soviets qui a sacrifié plus de 25 millions de ses enfants dans la lutte contre le fascisme et le nazisme. Reconnaissance éternelle aux héroïques combattants de Stalingrad. Je vous remercie. Nous avons l'honneur et le plaisir d'inviter Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France, à prononcer son allocution. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. C'est ça.
Merci beaucoup, chers amis. Chers amis, vous venez d'entendre le chant patriotique La guerre sacrée, qui a été écrit quelques jours après que les Allemands ont franchi la frontière de l'Union soviétique. Dans ce chant patriotique, vous avez senti, à mon avis, comme nous tous, la force et la détermination du peuple soviétique. Je voudrais vous remercier tous, nombreux, de venir aujourd'hui ici sur la place de Stalingrad pour commémorer le 70e anniversaire de la peut-être plus grande et plus importante bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 200 jours, 2 millions d'hommes d'un part et d'autre se sont battus. À Stalingrad, chaque rue, chaque maison devenait un champ de bataille. Des gens tout à fait ordinaires, simples, des Français qui font part de leur sympathie vers mon pays. Alors c'est une Française qui habite pas loin de Paris qui m'écrit « J'avais une amie très chère, aujourd'hui décédée, qui se nommait Juliette Pissonnier. Résistante, elle avait été déportée à Ravensbrück. Elle m'a raconté que le jour où fut connue dans le camp la nouvelle de la victoire de Stalingrad, au moment de l'appel, les geôliers allemands faisaient grise mine, tandis que les détenus, elles, arboraient un large sourire. Toutes et tous comprenaient qu'à partir de ce moment, le cours de la guerre changeait de cap. Pour cela, monsieur l'ambassadeur, et pour bien d'autres choses encore, je tiens aujourd'hui à remercier de tout mon cœur votre peuple et son armée rouge. Vous pouvez comprendre l'émotion que j'éprouve quand je reçois ces lettres. Je voudrais maintenant donner la parole au chef d'état-major de la marine russe, l'amiral Viktor Chirkov, et dire par la même occasion que Marc Drouin se prépare et qu'il vienne près de nous. Monsieur l'amiral, je vous donne la parole. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Bonjour, mesdames et messieurs. Однажды национальный лидер Франции Шарль де Голль заявил, что война Советского Союза с Германией – это война за свободу Франции. Сталинград и Курск предвещают скорое освобождение Франции. Он был пророчески прав в этой политической оценке, поскольку именно на полях сражений Советского Союза определялась тогда победа над беспрецедентной мощью гитлеровской армии. De précédents où un tel groupe d'armées fut encerclé et complètement détruit.